Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africable Télévision, la chaîne du continent, et merci d'être fidèles à notre rendez-vous du vendredi pour À votre avis. Ce soir, nous allons discuter premièrement de pourquoi les élections en Afrique sont-elles un facteur de risque. Et deuxièmement, pourquoi cette tendance à la banalisation de la violence sur notre continent. Pour en discuter, nous avons aujourd'hui sur le plateau M. Mathias Soumpe, expert en bonne gouvernance, qui est à Osiwa, Osiwa étant la section ouest africaine de la fondation George Soros. Et Dr Fodé Moussa Sidibé, sociologue, enseignant-chercheur à l'université de Bamako. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous aurez à réagir à la fin de l'émission aux appels téléphoniques des téléspectateurs d'Africable Télévision. Merci. À l'approche des élections en Afrique et en général, nombreux sont nos concitoyens qui se posent la question de savoir pourquoi devraient-ils aller voter? À quoi sert leur vote? En quoi est-ce qu'il est important et pour qui est-ce que c'est important qu'ils aillent voter? Mais à côté de cette problématique, il y a aussi celle qui consiste à constater, d'une part, qu'il y a de la violence avant et ou après les élections, mais que surtout, on se demande à quoi est-ce que les élections sont-elles indispensables au bien-être des populations africaines. Nous allons en discuter après le micro-trottoir que je vous invite à suivre maintenant. Les élections sont contestées souvent en Afrique, c'est tout simplement parce que les hommes politiques ne jouent pas le jeu démocratique. Donc, ce qui fait que ceux qui sont d'abord au pouvoir essaient toujours de truquer ces élections. Donc on n'organise pas ces élections dans la transparence. Tout d'abord, on n'accepte pas les résultats. Et secondo, ceux qui sont au pouvoir veulent s'éterniser. Peut-être parce qu'ils disent qu'ils ont d'autres projets et tout ça pour encore... après un quinquennat ou un septennat, je pense que les Africains devaient permettre à d'autres conscience de prendre le relais. Moi, je pense que si les élections sont contestées, généralement en Afrique, c'est parce que souvent il y a fraude. Les populations ne sont pas d'accord avec les résultats qui sortent. Donc, ils manifestent ça à travers des frustrations et donc des sorties. On est toujours extrêmement regardant sur la façon dont les élections se passent pour s'assurer que toutes les garanties ont été prises afin qu'elles soient l'expression du suffrage universel en écartant tout ce qui est fraude, manipulation, volonté de confisquer la volonté populaire, etc. C'est la raison pour laquelle je pense que pour éviter tout cela, il faut un certain nombre de conditions minimales. Nous constatons que c'est les systèmes de corruption. On donne du thé, du sucre, on vote parce qu'on est de la même ethnie. Et ça fait que nous n'aimons pas la défaite. Nous ne sommes pas préparés psychologiquement à cette concurrence vers les élections présidentielles, vers les élections législatives. Il y a beaucoup de facteurs qui font que nous sommes dépourvus de toute conviction. Et quand nous perdons tout de suite... Il faut commencer par définir ce que c'est qu'une démocratie. Et se poser la question, est-ce que réellement il y a une démocratie en Afrique? Parce que là où il y a une vraie démocratie, les élections ne sont pas contestées. En Europe, en Occident par exemple. Donc je crois que ça répond à votre question. Même si les élections sont transparentes, les opposants, eux, ils sont là pour détruire parce qu'ils pensent que de toute façon, celui qui est au pouvoir a triché, celui qui est au pouvoir a arrangé les élections.
elles sont contestées en Afrique pour plusieurs raisons. Je pense que la plus importante, à mon avis, c'est le peu de confiance que nous avons par rapport à nos institutions, mais surtout par rapport aux hommes politiques. Les hommes politiques nous ont donné un tel spectacle depuis les indépendances qu'aujourd'hui, chaque fois que des élections se passent et que normalement elles sont transparentes, il y a toujours un doute qui subsiste. Voilà, Monsieur Oumpe, dites-moi, pourquoi la majorité des Africains ne croient-elle pas aux élections comme mode de règlement de leurs problèmes, qui sont, je le rappelle rapidement, des problèmes de pauvreté, d'oppression, des problèmes de violence subis et impunis, des problèmes d'absence de perspective et même d'absence de représentativité dans l'esprit de cette population. Pourquoi? Donc il faut d'abord reconnaître que nous avons commencé cette expérience il n'y a pas très longtemps. Oui, mais quand même. Disons que la plupart de nos pays ont acquis leur indépendance aux alentours des années 60. Et on a connu quand même pour tout le monde, à quelque chose près, 20-30 ans de régime plutôt non démocratique, quelle que soit la forme que ça prend. Et donc il faut dire que les citoyens, sous ces régimes, n'ont pas vécu la situation où le citoyen pouvait exiger de celui qui gouverne, considérer celui qui gouverne comme celui qui est à son service. Donc nous avons véritablement ouvert l'espace politique, moi je peux dire, en mettant quelques griffes, parce que ça exagère un peu, mais depuis, disons, une vingtaine d'années que nous avons commencé cette expérience. Nous l'avons commencé, il faut reconnaître que il faut des étapes. D'abord, simplement, comment on vit dans un environnement ouvert de ce genre. C'est-à-dire comment, par exemple, organiser les partis politiques, s'organiser en société civile, créer les institutions qui opèrent de façon libre et suivant les règles. Mais monsieur, 20 ans, 21 ans, c'est la majorité civile. Oui, quand il s'agit d'un homme, voilà, c'est vrai. Oui. Mais quand vous parlez d'un peuple, il faut peut-être un peu plus que ça. Parce que comme vous le savez, les élections, comme on dit là maintenant, nous ne les organisons pas encore correctement. Nous sommes sur le chemin. Mais il y a des pays... Pourquoi nous ne les organisons pas correctement? Non, je vais revenir à ça. Mais je vais finir d'abord en disant que ce n'est pas facile pour les citoyens ordinaires, dans sa vie au quotidien, de faire le lien entre le comportement de ceux qui sont élus, choisis par lui, et sa condition de vie. Oui, donc, parce qu'elle ne change pas. Il a élu plein de gens. Ça, rien n'a changé. Au contraire. Oui, nous sommes sur le chemin. C'est petit à petit qu'on va prendre conscience de ce Comment expliquez-vous aux paysans de la boucle du Niger, aux paysans qui sont dans les fins fonds du désert nigérien, aux paysans qui se trouvent dans le nord du Bénin, comment allez-vous lui expliquer d'attendre et qu'il faut attendre et que attendre est une des conditions pour l'ancrage démocratique dans son pays? Il n'attend pas. Disons que ça se construit. Moi, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes dans n'importe quelle capitale de la sous-région que je connais relativement bien, asseyez-vous dans un taxi, engagez la discussion avec le taximan, vous sentez sa sensibilité aux problèmes politiques. Vous sentez qu'il est au courant de la plupart des problèmes du pays. Il est au courant de la plupart des reproches qui sont faits aux gouvernants. Ça, pour moi, c'est un pas. La capacité, vous sentez d'ailleurs dans tous les véhicules dont je parle, une radio est toujours allumée. C'est-à-dire qu'au lieu d'écouter de la musique, les cassettes et tout, ils écoutent la radio. On va y revenir. Voilà. Je sens que petit à petit, des choses viennent. Je suis pas assez d'accord avec vous. Mais on va revenir. Et donc, moi, je pense qu'il faut un bout de temps pour qu'on établisse le lien maintenant entre les informations qu'on reçoit et la nécessité de l'action pour demander à ceux qui nous gouvernent de faire ce qui nous préoccupe. Très bien, nous allons revenir là-dessus. Ok, d'accord. Le temps de demander à M. Sidibé, en tant que citoyen, vous avez déjà voté? Oui. Vous avez voté combien de fois? Chaque fois, vous avez voté quand il y a eu des élections? Chaque fois qu'il y a eu des élections, j'ai voté. Et vous avez voté pourquoi? J'ai voté parce que je crois en l'homme. Je crois en l'homme. Je pense que tout homme est perfectible. Je crois en la société et je pense que les règles, le contrat que nous avons signé, même si ce n'est pas un contrat écrit, le contrat que nous avons avec ceux que nous mettons devant, s'ils arrivent à respecter correctement ce contrat, disons ce contrat social, je pense que cela résoudrait beaucoup de problèmes. S'ils arrivent à respecter. Voilà. Monsieur Onkpe,
Est-ce que vous pouvez réagir sur cette conditionnalité-là? Oui. Disons que s'ils arrivent à respecter, du moment où on a conçu la démocratie, depuis la Grèce antique à aujourd'hui, personne n'a pensé qu'il suffisait simplement d'élire des gens et qu'ils allaient se comporter comme on le souhaite. Une fois que vous avez fini l'élection, il y a une série de mécanismes prévus par la loi, par la Constitution, que les citoyens devraient utiliser, les citoyens et les animateurs des autres institutions de l'État devraient utiliser pour empêcher celui à qui on confie le pouvoir de distraire les ressources, de distraire les moyens de l'État à d'autres fins que celles qui consistent à rechercher l'épanouissement. Donc vous voyez donc que si les gens ne se comportent pas comme il faut, ce n'est pas là la question. C'est notre capacité au fil du temps à faire fonctionner les mécanismes qui font qu'on ne permet pas à celui qui contribue à la gestion, n'est-ce pas, des affaires de la cité d'en disposer comme il veut. Vous savez, sur ce même plateau, oui, d'éminentes personnalités africaines sont passées ici, oui, pour dire exactement, hein, oui, que les assemblées nationales ne servent à rien, oui, les élections ne servent à rien, parce qu'il s'agit d'un système de connivence, oui, entre élites, oui, pour pouvoir régler les problèmes de ces élites-là. Mais qu'en l'occurrence, les peuples n'ont rien à voir avec cette situation. Docteur Sidibé. Oui, je pense que on peut... vous aurez la parole tout à l'heure. Tout cela, que ces éminentes personnalités arrivent à dire de telles choses, c'est parce que elles sont devant des frustrations. Le contrat social qu'il y a dans nos pays, qui n'est pas totalement partagé par l'ensemble de la société, cela fait que les frustrations naissent de part et d'autre. Attendez, ce que vous dites est très important. Pourquoi est-ce que ce contrat n'est pas participé par la totalité de la société? Parce que l'élaboration de ce contrat déjà n'est pas participatif. Alors, donc, quelles sont les bases idéologiques du suffrage universel? Parce que c'est à ça que ça renvoie. Disons qu'il y a 2 ou 3 raisons. La première, c'est que vous êtes tous égaux. Voilà. Et on considère que chacun, lorsqu'il s'agit de la gestion des affaires publiques, que la voix de chacun compte également à la voix de tous les autres. C'est la théorie de la chose. Oui. Deuxième élément, on suppose, lorsqu'on va, par exemple, aux élections, que celui qui veut voter est informé. C'est-à-dire qu'il a un vote informé, il connaît les conséquences de son vote. C'est l'une des choses que nous n'avons pas, malheureusement, ici, actuellement. Pourquoi? Parce que ça renvoie à ce que... Voilà, parce que, une fois encore, moi je considère que nous sommes sur le chemin. Vous savez, ce qu'on a fait jusque-là, ça a été par exemple au moins d'amener les gens à accepter d'aller faire la compétition, discuter autour des résultats, etc. De plus en plus, vous voyez, même en regardant en Afrique de l'Ouest ici, qu'on insiste pour que les candidats organisent des débats. Parce que les débats, c'est comme une occasion qu'on donne aux partenaires, aux compétiteurs du moins, pour qu'ils confrontent leurs idées devant les téléspectateurs. Ceci est supposé contribuer à éclairer les lecteurs qui va aller donc opérer un vote informé. Mais il faut plus que ça. Lorsque vous avez 80% de la population qui est analphabète, oui, qui est de fait exclue des flux d'informations tel que vous venez de le dire. Oui. Parce que ce que vous avez dit, c'est l'idéal. Oui. Et nous savons que ce n'est jamais comme ça. Oui. Comment on résout ce problème, docteur Sidibé? Moi, je pense que quand on dit 80% de l'électorat est analphabète, je veux bien. Mais analphabète ne veut pas dire n'est pas dans une cité, n'est pas dans une commune, ne participe pas à la vie de sa cité, de sa famille, de son village, de sa collectivité, dans sa langue. Donc, quand on dit analphabète, il faut faire très très attention. C'est des gens qui ne savent ni lire ni écrire comme nous autres, mais c'est des gens qui ont des idées très précises et très pointues sur le devenir de leur société et de leur collectivité. Oui, mais docteur, donc, dans ces conditions, en quoi, oui, et c'était une question à laquelle j'allais venir, mais je vous la pose à tous les deux, en quoi la société civile dans nos pays a-t-elle une responsabilité dans cette situation précise? Justement, parce que nous avons formé cette société civile sans tenir compte de ceux qui doivent la former réellement. Elle est formée, la société civile, partout, dans tous les pays africains, d'intellectuels. Uniquement. Oui. Donc, ces intellectuels-là, ils ont une vision qui est généralement tronquée et ils ont une liberté de changer les choses en leur faveur en oubliant que ce n'est qu'au moment du vote
qu'ils pensent que, bon, il faut que j'aille au village, les villageois ont besoin de moi, il faut que j'aille dans ma commune pour que cette commune-là ou ces villageois-là puissent le faire remonter à l'Assemblée nationale ou les trucs. Donc, la constitution de la société civile, c'est ce qu'on appelle société civile. Bon, moi, je vais bien voir. Quelle est l'organisation traditionnelle que nous considérons aujourd'hui comme société civile? Je vous donne un exemple. La société civile devient après société politique. Voilà, je vous donne un exemple. Voilà, je vous donne l'exemple du Mali. Au Mali, aujourd'hui, quand on parle de société civile, on ne fait pas allusion aux chasseurs. C'est pas la société civile, ça. Or, tous les regroupements sont venus trouver cela sur le terrain social au Mali, ici. L'association des chasseurs oui, ils font partie de la société civile. Oui. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des efforts sur le terrain. Vous savez que c'est le domaine dans lequel je travaille actuellement, à savoir appuyer les organisations de la société civile pour la promotion de la démocratie, la bonne gouvernance, etc. C'est pour ça que j'ai posé la question. Voilà. Et je peux vous dire et donner des exemples d'activités en cours actuellement dans des pays de la sous-région qui vont dans le sens de ce que vous dites. Aller sur le terrain, travailler avec des communautés dans les villages sur des questions liées à la démocratie et à la bonne gouvernance. Moi, je peux vous donner des noms de villages au Libéria, par exemple, où avant les élections législatives, il y a eu des débats où on a mis les candidats aux élections devant des citoyens pour discuter sur des préoccupations des citoyens de manière à ce qu'au Parlement, le parlementaire s'engage aux actions dans le cadre, n'est-ce pas, de ces prérogatives de parlementaire, ce qu'il peut faire pour avancer les préoccupations des citoyens. Dans ces mêmes villages, et actuellement au Sénégal, il y a des débats qui sont organisés, pas dans les villes, entre ceux qui sont déjà au Parlement et les citoyens, périodiquement, pour qu'ils disent qu'est-ce qu'ils font face aux problèmes des citoyens. Donc, moi, je vous dis, par rapport à mon expérience personnelle, que nous sommes sur un chemin. C'est vrai que ça paraît long à nos yeux, parce qu'on regarde derrière, ça fait 20 ans, mais nous sommes sur un chemin. Moi, si je peux vous dire, après 1787, où la Constitution américaine a été adoptée, 50 ans, 60 ans après, si je vous lis les témoignages sur le comportement des acteurs politiques, sur ce que pensent les citoyens de leurs leaders politiques, vous serez surpris. J'ai fait cet exercice une fois en écrivant juste une page ou 2 pages de documents où je n'ai pas mis le pays, j'ai juste mis les avis que les gens portaient sur les politiciens. Et à la fin, j'ai dit, je ne parle pas des gens de mon pays, des Béninois, je parle, n'est-ce pas, de ce que les Américains en telle année pensaient de leurs leaders politiques. Donc je pense que nous sommes sur un chemin qui est un chemin qui peut être long. Très bien, voilà. Très bien, monsieur Humpé. Malheureusement, vous savez, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Je voudrais juste signaler, pour l'honnêteté intellectuelle, qu'il y a quand même des pays. Je citerai le Niger, je citerai le Ghana, je citerai le Bénin, le Cap-Vert. Je citerai le Cap-Vert, je citerai le Sénégal, où effectivement la problématique électorale est correctement gérée. Il s'agit là véritablement de pays qui sont en position de bonne pratique. Je tenais à le dire, parce que ça c'est quand même important. Ça se passe plus ou moins bien. Ça se passe plus ou moins bien. Et il y a tous les autres dont nous ne parlerons pas. Ok, d'accord. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie. Nous allons passer à notre second sujet qui concerne la problématique de la banalisation de la violence sur notre continent. Vous vous souvenez, le 28 septembre 2009, à Conakry, en Guinée, des milliers de Guinéens s'étaient donné rendez-vous pour un meeting politique. Les forces dites de l'ordre ont encerclé le stade et ont tiré dans le tas. Il y a eu 157 morts, 109 femmes violées et quasiment dans l'impunité la plus totale. En République centrafricaine, ça fait 2 mois que le chaos s'est installé dans une violence débridée que personne ne semble pouvoir maîtriser. Dans l'est de la RDC, la violence s'est structuralisée et a fini par se normer. Nous ne parlerons pas des Janjaweed, nous ne parlerons pas de la violence urbaine ordinaire au Nigeria, nous ne parlerons pas de toutes les autres formes de violence. Est-ce qu'elles se banalisent sur notre continent ? Je vous invite à suivre notre micro-trottoir et ensuite nous en discuterons avec nos invités. Si le système démocratique était solidement enraciné et fonctionnait très bien, il ne devrait pas y avoir le recours à la violence.
ni de la part des groupes de citoyens, ni de la part de l'État vis-à-vis des citoyens ou d'autres groupes. Évidemment, le fait qu'il y ait beaucoup de violence traduit que le système démocratique ne marche pas très bien. Alors, je ne sais pas d'abord si en Afrique la violence est banalisée, mais dans certains pays, la violence commence à s'installer parce que il y a un sentiment d'aigreur et de frustration qui s'impose de plus en plus au sein des populations. Parce que ces populations-là sont régulièrement victimes de la mauvaise gouvernance et qu'au moment où une partie de la population vit dans l'extraordinaire opulence, dans l'opulence arrogante, il y a la majorité de la population qui croupit sous le poids de la pauvreté. Parce qu'on ne prend pas conscience du danger que ça peut causer. Et parce que les gens ne pensent qu'à soi, ils ne pensent pas aux autres. Si chacun pensait à autrui, chacun pensait à la masse qui est derrière, aux déshérités, aux ressusciteux, à la population, on fera l'économie de violence. Parce que si chacun veut l'intérêt de la population, je crois qu'on doit pouvoir agir de sorte qu'on puisse aller dans le bon sens, dans le sens de l'apaisement. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on a banalisé avant, beaucoup plus tôt avant de banaliser la violence qui en est la conséquence. Ce qu'on a banalisé, c'est d'abord les causes de la violence. Les causes de la violence, c'est d'abord la justice sociale dans un pays. Tant que le modèle politique qui est mis en avant, ça a un peu lien avec votre première question. Par exemple, le sens de l'État, c'est de pouvoir organiser la vie et protéger les faibles et aussi les forts pour asseoir une certaine équité, une certaine justice dans la société. Tant que ce premier principe est fauché, tout le reste en vient en termes de conséquences. Il suffit d'aller dans la circulation, vous voyez comment les gens conduisent mal, comment les gens se parlent très mal. Ça veut dire que nous n'avons pas d'égard pour autrui. Et ça se répercute dans tout ce que nous faisons chaque jour de la vie. Et c'est pourquoi insulter quelqu'un... Vous voyez quoi, nous ne respectons pas notre pays, nous avons des constitutions que nous ne connaissons même pas, nous sommes ignorants et nous sommes fiers de l'être, et ça fait que chaque jour, c'est les banalités qui arrivent. Donc la violence, il faudrait qu'on sache vraiment c'est quoi la violence avant de pouvoir l'éviter. Voilà. Docteur, avant de vous poser la question qu'en réalité le dernier intervenant a posée, à savoir c'est quoi la violence, je voudrais vous demander une minute pour vous lire un extrait d'un mail que, à votre avis, a reçu d'un téléspectateur. C'est un extrait parce que le mail était long, je vous en lis juste une partie. Je cite. « C'est comme si les dirigeants africains ne comprenaient pas les menaces que représente la pauvreté et surtout les inégalités visibles et persistantes qui mettent en danger les unités nationales et conduisent fatalement à des frictions politiques et même intercommunautaires. » Citation fermée, c'est de M. Boubacar Sangaré qui habite à Thiès au Sénégal. Alors, c'est quoi la violence? Je crois que la violence, c'est un état, c'est une situation donnée dans laquelle on se retrouve consécutivement à quelque chose d'autre. C'est la conséquence. Ce n'est pas le point de départ n'est pas la violence. Quand on prend par exemple les différentes frustrations que les gens reçoivent tous les jours, à longueur de journée, on est frustré pour ci, on est frustré pour ça. Oui, il y a un des téléspectateurs qui a parlé des causes de la violence. Il dit parce qu'on ne parle pas des causes. Des causes. Et c'est exactement cela le point de départ. Et aussi, on a un système dans lequel les gens ne se reconnaissent pas. Un système de gouvernance dans lequel les gens ne se reconnaissent pas. Et à partir du moment où il y a une petite faiblesse des forces de l'ordre, des forces de maintien, des forces de tout ce qu'on veut, une petite faiblesse seulement, les gens essaient de manifester ce rejet des gouvernants par la violence. Et aussi, il y a un élément très important, c'est que dans presque toute l'Afrique, la vie humaine était sacrée. Et la vie même, de façon générale, était sacrée. La vie des animaux, la vie humaine était sacrée. On a enlevé cette sacralité-là.
tuer. Qui a enlevé cette sacralité? C'est bon, notre milieu, notre façon de voir les choses. Oui, c'est-à-dire nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est nous-mêmes. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables d'avoir adhéré à des principes, à des idéaux qui nous sont étrangères et qui nous ont amenés petit à petit à désacraliser la vie humaine, à ne plus porter de crédit au tort qu'on pourrait faire à l'autre. Nous allons revenir, docteur. Je vais juste poser une question à M. Oungpé pour lui demander, est-ce que vous pensez que l'homme est un animal violent par nature ou par opportunité? Oh, je dirais par opportunité. En général, pour les hommes. Je pense que lorsque l'homme n'a pas le sang... Vous pensez que lorsque je bats ma femme à la maison pour une raison ou pour une autre, c'est par opportunité? Oui, je pense que c'est par opportunité. Lorsque j'insulte quelqu'un dans la rue, dans la circulation, parce qu'il est passé avant moi ou qu'il n'a pas respecté le feu rouge, vous pensez que c'est par opportunité? Oui, parce que vous voyez, parfois, si vous êtes à côté d'un conducteur, il peut injurier et lui-même se mettre à rire. Peut-être parce qu'il pense que, bon, je viens d'exagérer, quoi. Mais il faut reconnaître que les gens sont sous stress, la plupart des gens. Si vous prenez, je dirais en majorité, ce sont les taximètres, ce sont les gens qui sont dans la circulation, peut-être qui conduisent depuis longtemps, etc. Et donc le stress de la journée, les stress de la vie ordinaire font que vous avez tendance à réagir plus par émotion que par raison. Mais je pense que c'est vraiment opportunément. Très bien. Parce que si vous disiez que c'était par nature, ça veut dire que ce monsieur, ce ne serait pas seulement dans la circulation. Ça veut dire que chez lui, dans ses relations amicales, il serait violent tout le temps. De mon point de vue, je pense qu'il est constamment violent. Et ça ne pourrait pas. Je ne connais pas d'homme de cette nature. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Je crois que c'est vrai qu'on est violent par opportunisme et par situation bien précise. Voilà. Si cette situation n'est pas, la violence n'a pas... Alors, lorsque les gens du MNLA égorgent 200 militaires prisonniers, donc qui ne peuvent pas se défendre, qui ne peuvent pas se défendre, c'est parce qui sont donc entre leurs mains. Exactement. Est-ce qu'il s'agit d'opportunisme? C'est parce que le MNLA sait très bien que les films et les photos qu'ils vont prendre, ils vont pouvoir les envoyer au Mali, pour dire à l'armée malienne et aux Maliens de façon générale, parce qu'ils ont commencé à ne plus se dire Maliens, de façon générale, voyez ce qu'on fait, ce que nous avons fait pour nous venger. Oui, d'accord. Pour nous venger, parce que c'est une idée de vengeance. D'accord, docteur Sidé. Mais là, on vient de parler du Mali, mais on pourrait dire exactement la même chose de l'Est de la RDC, où le viol, la mutilation, l'extermination, la dévastation à grande échelle sont devenus la norme. Oui, monsieur Marco, si vous regardez bien, c'est pratique. Est-ce que ça, c'est que les militaires font, ou même les gens de la société civile, ce n'est jamais sur leurs propres frères ou sur leurs propres sœurs. Jamais. C'est toujours sur l'autre. Pourquoi? Qu'on commence à déconsidérer, qu'on apprend à ne pas se dire que c'est un homme comme moi. Oui, mais pourquoi? Ma vie est sacrée, sa vie est sacrée. Oui, docteur, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que la vie de l'autre n'a aucune valeur? Parce que les raisons qui font que toute vie est une vie et que toute vie a besoin d'être protégée, respectée et sacralisée, cette notion-là a quitté les uns et les autres. On n'y fait plus recours. On se dit que, bon, dès qu'on a une opportunité, dès qu'on a la capacité de commettre un acte et que cet acte-là peut se retourner en bonne publicité, parce qu'il faut se le dire, hein, c'est généralement la presse, je m'en excuse, qui fait que ça devient une bonne publicité pour les uns et les autres. Ils se servent de ces images-là pour demander, pour exiger, et même pour... il y a une instrumentalisation des médias, voilà. Nous sommes absolument d'accord, docteur. Par l'extrême violence. Oui, tout à fait. Mais je reviendrai tout de suite. Je voudrais m'adresser à M. Oungpé pour lui demander quel est son avis sur l'urbanisation, l'accroissement de la pauvreté et surtout le no future des jeunes qui soient diplômés, qui ne soient pas diplômés. Quels sont les impacts possibles de ces situations-là sur la violence ordinaire? Ah non, lorsque vous parlez par exemple de jeunes au chômage, je peux vous assurer que dans la plupart de nos pays aujourd'hui, ils sont en nombre de plus en plus élevé. Et donc lorsque vous le dites comme ça, vous ne pouvez pas être surpris de voir
des gens qui se livrent au banditisme, aux raquettes de toutes sortes. Vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, on pense que les rébellions ou les conflits qu'on a sont alimentés en partie, pas alimentés, disons qu'ils ont de la main-d'œuvre relativement facile à prendre dans le milieu des gens qui sont sans emploi, etc. Lorsque vous parlez de la pauvreté, c'est très difficile de demander la vertu à quelqu'un qui peut rester 2 jours, 3 jours sans manger. C'est très difficile. Et donc je pense que tout le monde est convaincu de ce que si on ne lutte pas contre la pauvreté, si on ne lutte pas contre le chômage, si on ne réussit pas la question du progrès de la société de manière à donner de l'emploi que nous sommes en train de créer. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'en réalité, l'une des bases fondamentales de cette violence qui commence à se normaliser dans nos pays, c'est la mauvaise gouvernance, docteur? Oui, parfaitement. Je pense que c'est la très mauvaise gouvernance et surtout le manque de responsabilité des gouvernants. Les gouvernants ne se sentent plus responsables. Oui, mais c'est nous qui votons. C'est nous qui votons pour les... Ils se sentent, alors voilà, ils se sentent simplement responsables. Vous demandez d'élire des gens, mais le docteur nous dit qu'ils n'ont aucune responsabilité, aucun sentiment de responsabilité après que nous les ayons élus. Voilà. Alors on fait quoi? Le nombre de chômeurs accroît et les gouvernants, ils sont là. Ils ne font pas de propositions parce qu'ils sont là pour 5 ans. Ou ils sont là pour 7 ans. Non, mais en général, ils restent là plus longtemps parce qu'ils trépatouillent les papiers. Exactement. Pour continuer à rester. Exactement. Mais là, vous ne dites rien, là. Oui, donc, il faut se dire que c'est exactement là la source du mal. Ok. D'après vous? Non, vous savez, je reviens à la question de savoir que nous avons tendance à croire qu'on peut trouver des Deus ex machina. C'est-à-dire que c'est des hommes qui sont comme ils viennent et puis ils vont nous délivrer de tous nos problèmes. Est-ce que ce n'est pas culturellement africain? C'est possible. C'est possible. C'est en partie vrai. Mais je pense qu'il faut que petit à petit, on aille vers l'idée que ce que nous avons choisi, que le vote seul ne suffit pas pour obtenir d'eux qu'ils adoptent les comportements qu'on attend d'eux. Qu'est-ce qu'il faut? D'abord, plus du vote. D'abord, il faut déjà donner un peu plus de contenu. Quand je parlais tout à l'heure de vote informé, ça veut dire que je ne peux pas aller voter si je ne sais pas pourquoi je vote. Je ne sais pas pourquoi je vote, de comment je vote. On fait des sensibilisations à l'approche des élections pour dire aux gens comment aller voter ou aller s'inscrire. On leur donne du thé, du savon et ils votent. Voilà, petit à petit, je pense qu'on va aller loin de ça pour qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes au pouvoir et que vous vous représentez, que vous soyez apprécié aussi bien sur les promesses que vous faites que sur ce que vous avez fait. Mais docteur, comment on y arrive? Oui, moi je pense que, parce que ça c'est de la théorie. Non, c'est vrai, ce qu'on dit là est vrai. Mais je pense qu'il y a un travail obligatoire à faire en amont du vote. Par qui? Par nous-mêmes. Nous qui? C'est qui nous? La population. Vous, moi, lui, tout le monde. Il faut qu'on sache qui, parmi nous sommes 3 ici, on peut être 10, qui d'entre nous mériterait réellement de nous guider ou de nous diriger. Mais ça, c'est la fonction des partis politiques. Non, les partis politiques, non, ça, c'est pas leur fonction. Les partis politiques peuvent mettre n'importe qui à leur tête. Peut-être il suffit d'avoir de l'argent, il suffit de donner des pots de vin aux membres du bureau politique pour être le candidat du parti. Mais est-ce que le profil de ce candidat correspond au profil du dirigeant du pays? Alors, ce profil est déterminé comment? Ce profil est déterminé par l'histoire du pays. Le profil du dirigeant au Mali n'est pas obligatoirement le profil du dirigeant au Niger, au Sénégal, au Burkina, etc. Non. Les Maliens ont une certaine vision de celui qui doit être leur chef. Oui, mais on les Burkinabés également. On parle de l'Afrique. Oui, de l'Afrique. Dans tous les pays, dans tous les groupes humains, les gens ont une idée du profil de celui qui doit être leur chef. Oui, mais au Bénin, par exemple, dont notre ami Onkoupé est originaire, depuis la démocratisation, il n'y a pas eu de coup d'État. Il y a eu des transitions démocratiques, il y a eu une alternance qui se passe sans problème, et il n'y a pas de violence, il n'y a pas de récrimination, il n'y a pas de remise en cause. Est-ce à dire que cela répond à ce que vous dites? Je pense très bien. Cela répond à cela. Qu'est-ce que vous en dites? Mais ça ne veut pas dire que nous, les Béninois, nous sommes nécessairement satisfaits de la manière dont le pays... Ah oui, mais si vous étiez satisfait, ce serait grave. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que, disons que pour le moment, on gère sans aller à une violence qui crée, disons, le désordre ou le chaos dans le pays. C'est vrai qu'on a traversé des moments de turbulence très durs au Bénin pour diverses raisons. Donc, je pense que quand vous avez demandé, mais qui va faire que, par exemple, les candidats vont se comporter comme il faut? Prenons les médias.
Si aujourd'hui, une fois encore, je reviens au genre de travail que nous faisons, si nous poussons par exemple dans un pays pour qu'on vote une loi sur l'accès à l'information, nous pensons que des journalistes d'investigation, regardez l'affaire qu'a révélé Mediapart avec Cahuzac en France, ce sont des journalistes. Donc les journalistes peuvent aider à mettre le doigt. Vous voulez que je vous donne le nom de journalistes pas très loin d'ici qui sont en prison? Non, je sais très bien. Non, je sais très bien, mais nous sommes sur le chemin. Très bien. Je crois que petit à petit, vous voyez au Sénégal, il y a un monsieur qui est aujourd'hui ministre, mais qui, sous Wade, était très virulent sur la dénonciation de la mauvaise gouvernance. Il n'est pas allé en prison, bon, peut-être quelques petites tracasseries. Donc je pense que nous sommes sur le chemin. Donc il y a des pays, moi je connais chez moi des journalistes d'investigation qui écrivent sur la corruption, qui nomment pratiquement des gens, mais qui ne sont pas allés en prison. Donc je pense que nous sommes sur le chemin, petit à petit. Mais il faut savoir que chacun de nous, journalistes, société civile, a un rôle à jouer. C'est pourquoi nous avons chacun des droits. Par exemple, en tant que journaliste, vous sentez qu'on fait l'effort de protéger les journalistes? Moi, je voudrais qu'on parle surtout des devoirs. Oui, c'est ça que je dis. Non, vous avez des droits. Oui, les droits qu'on vous donne, normalement, sont associés à des devoirs. Par exemple, quand vous dites qu'on vous donne le droit à l'accès à l'information, ce n'est pas pour votre plaisir. C'est pour que vous l'utilisiez pour contribuer à la bonne gouvernance dans la société. Très bien. Je vais donner la parole à Dr Sidibé pour clore cette partie parce que nous sommes arrivés à la fin. Docteur, je voudrais juste vous demander quelles sont, pour le sociologue que vous êtes, les conséquences de la violence en général sur le développement d'une société. En général, la violence est une tare. Chaque fois qu'il y a la récurrence de la violence dans un milieu donné, ce milieu recule. Les hommes perdent confiance en eux. Celui qui a commis la violence n'a pas confiance en lui. Celui sur qui il commet cette violence perd sa confiance, donc naturellement la société recule. Et ça, c'est même, on le voit même dans les couples. Dans les couples où la violence est développée par frustration ou par manque de respect simplement. Ah oui, disons, considérez non, il y a une question qui me vient à l'esprit avant de terminer, puisque je vous ai. La question est la suivante. Pourquoi quand il y a une guerre, il y a un conflit, parce qu'en général c'est entre des hommes qui sont armés, pourquoi est-ce que ils ont inclus le viol des femmes comme arme de guerre, alors que les femmes n'ont rien à voir dans cette histoire? Non, mais c'est parce que nous avons... Pourquoi le viol, à grande échelle, est-il devenu une arme de guerre? Et ils ne l'ont pas oublié, mais quand il y a les vrais problèmes, le support de la société, c'est la femme. Comme disent les Bamana, Mousso, Morosso, c'est-à-dire la maison de l'homme. C'est là où l'homme est conçu, là l'homme... Quand on détruit ça, on détruit totalement la société. Si vous voulez vous attaquer à une société, ne cherchez pas autre chose, détruisez les femmes. Très bien. Ça va être le point final de ce second sujet. Nous allons passer à la troisième partie, qui sont les appels téléphoniques, à partir desquels je vous demanderai de réagir. Okay. Bonsoir Louise. Vous appelez de Dakar? Oui, effectivement. Voilà, vous êtes sur Africable Télévision, vous avez la parole. Voilà, moi j'aimerais poser une question par rapport à la contestation des élections en Afrique. Donc, voilà, il est aisé de constater qu'après chaque élection présidentielle ou locale, des contestations débouchant souvent sur des violences s'en suivent. Ce phénomène est constant. Alors, est-ce que nous ne devons pas nous poser la question de la fiabilité du processus comme du système électoral, qui pose de façon globale la question de la transparence de la gouvernance politique? En somme, toutes ces questions qui font apparaître la nécessité de l'implication de tous les acteurs pour construire ce qu'on peut appeler en amont le consensus ou le compromis, c'est-à-dire ces préalables indispensables. Moi, je me pose ces questions et je vous les pose. Merci Louise. Merci. Monsieur Oumpe va répondre à votre question et probablement complété par Dr Sidibé. Disons que Madame Louise a mis le doigt sur deux éléments importants. Elle a parlé de consensus en amont, qui pourrait contribuer, en amont des élections, qui pourrait contribuer à réduire les conflits. C'est vrai, parce que la démocratie, de façon générale, comme on dit, c'est comme une entente sur les désaccords, mais vous avez un minimum d'entente. Par exemple, sur les règles du jeu. Lorsque vous allez aux élections et que sur les règles du jeu, tout le monde est d'accord, vous réduisez beaucoup les problèmes qui vont se poser après les élections ou pendant la période électorale. Et vous le savez déjà que les disputes commencent parfois déjà au moment où on vote le code électoral.
Donc, vous voyez que... Oui, nous voyons en Guinée, par exemple. Voilà. Donc, il y a un souci... En Guinée, pas loin d'ici, tous les jours, enfin, toutes les semaines. Exactement. Donc, il y a ce souci que on devrait faire en sorte que tout le monde s'entende sur les règles du jeu. Deuxième élément, elle a parlé de la nécessité de la transparence pendant les élections. C'est évident. Et ça, c'est vrai aussi, qu'il faut que les élections soient transparentes. Parce que, vous savez, les élections constituent un mécanisme pour attribuer le pouvoir. Un mécanisme par lequel le peuple dévolue une partie du pouvoir à des individus. Et le pouvoir politique, on vous le donne, c'est un pouvoir en lui-même, mais c'est un pouvoir qui peut être utilisé pour influencer tous les autres pouvoirs. Surtout lorsque vous êtes dans les pays comme les nôtres. Le secteur économique, lorsque vous avez le pouvoir politique, vous pouvez l'influencer. Le secteur social, vous pouvez l'influencer. Et donc, ça, c'est un pouvoir important pour lequel les compétiteurs, les premiers compétiteurs, qui sont les acteurs politiques, que ce soit candidats ou partis, sont prêts à utiliser tous les moyens pour gagner. Très bien. Mais ils ne sont pas les seuls à être source de conflit. Nous allons y venir, voilà. M. Oumpe, parce que nous avons M. Touré. M. Touré, vous appelez de Kigali? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur Africable. Ok. Vous avez la parole. Okay. Merci. Le pourquoi des violences lors des élections en Afrique, c'est dû d'abord à la personnalité du candidat ou des hommes politiques, la transparence du processus électoral. Ensuite, la conviction démocratique n'est pas de mise chez nous en Afrique, puisque un homme politique, tu le vois d'un bord aujourd'hui, 2 jours après, il est de l'autre bord, le 3e jour, il est dans un autre parti. On ne sait pas qui fait quoi, qui est dans quoi, jusqu'à de ça résultat. Et une fois élu, arrivé au pouvoir, ces hommes se transforment, ils n'aiment pas la contradiction. Et toute personne qui s'oppose devient automatiquement un ennemi. Au lieu d'être un opposant, devient un Très bien, M. Touré. Très bien, M. Touré. Je vais vous excusez-moi de vous interrompre. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons compris votre préoccupation. Je vais demander à Dr Sidibé de réagir sur votre opinion. Oui. Merci. Je pense que le premier problème, c'est d'abord de ne pas considérer les élections comme une panacée. C'est-à-dire, finir les élections, faire les élections, ce n'est pas la fin. Ce n'est que l'aboutissement d'un processus. Et ce processus-là, il faut aller le prendre jusqu'au début. Que les gens soient d'accord avec toutes les étapes qui conduisent aux élections. Qu'il y ait un minimum d'entente entre les acteurs, les principaux acteurs, les hommes politiques, la société civile. Docteur, ce que nous voyons actuellement, par exemple, pour revenir au cas de la Guinée, et c'est malheureux de le dire, nous sommes là depuis des mois, il est impossible de se mettre d'accord dans ce pays pour un modus operandi électoral qui fait que toutes les semaines, on a des morts, des blessés, et il y a une haine sociale larvée qui est en train de s'installer. Parce que, depuis le départ... Et la CEDEAO ne dit rien, d'ailleurs. Il faudrait que vous réagissiez. Parce qu'il ne faut pas attendre que la maison prenne feu. Pour réagir. Je crois qu'il faut anticiper. Exactement. Or là, je n'ai pas entendu la CEDEAO. Et le vrai fond du problème, je crois, pour la Guinée, pour beaucoup de pays, on ne se pose pas la question qui est qui. Non, il n'y a pas que la Guinée. Regardez la Côte d'Ivoire. Il y a eu des élections dernièrement où le FPI, qui est le principal parti d'opposition, n'a pas compéti. Donc, ça veut dire que les principaux partis qui ont compéti, ce sont les partis de l'oufouettisme. Mais vous avez vu, les machettes sont sorties. Ça ne peut pas marcher. On aurait dû comprendre en amont déjà qu'il ne fallait pas tenir ces élections jusqu'à amener les bagoïstes ou le FPI dans le processus. Ils ont posé des conditions. Ces conditions peut-être n'étaient pas toutes à respecter, mais ils pouvaient s'entendre. Les Ivoiriens ont les ressources, auraient dû avoir les ressources pour s'entendre sur un minimum. Et je crois que c'est valable pour la Guinée. Si un homme se braque jusqu'à un certain niveau, comme certains présidents, que je ne nommerai pas, ça veut dire qu'il ne mérite pas tout simplement d'être président. Très bien. Nous allons prendre M. Teko comme signal. M. Teko, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous appelez de Nouakchott? Oui, bien évidemment. Vous êtes sur Africable Télévision, vous avez la parole. Ok, merci. Je veux juste poser la question de savoir et pourquoi la violence est tant banalisée en Afrique. Parce que je sais que les uns et les autres ont essayé de répondre à cette question
dans l'un de vos éléments qui passent au cours de la semaine. Et si je dis ça, c'est juste pour vous rappeler que nous, par exemple, qui sommes étrangers dans ce pays, nous subissons chaque jour toutes sortes de violences, mais personne n'en parle. Même dans nos propres pays, c'est vrai que c'est évident, nous n'avons pas une pleine sécurité. Moi, je lui dis tout de suite que les autorités s'en fichent de nous, si je peux le dire ainsi, parce que il n'y a pas une sécurité totale. Vous, Monsieur Teko, vous êtes de quel pays? Je suis togolais. Vous êtes togolais en Mauritanie? Ouais, voilà. Très bien. Nos invités vont réagir sur ce que vous venez de dire et qui est un problème extrêmement important et commun à tous les pays. Messieurs? Non, je pense que... c'est un Togolais qui est à Nouakchott qui dit qu'il subit des violences quotidiennes banalisées dont personne ne parle. Oui, parce que comme vous le savez, nous avons tendance, lorsque nous vivons avec des gens qu'on considère comme n'appartenant pas, n'étant pas inclus dans le groupe qui est considéré comme légitimement installé, on a tendance à considérer qu'ils n'ont pas de droits. On a tendance à penser qu'ils ne peuvent pas revendiquer les mêmes droits que les citoyens du pays. Et donc, on a tendance à banaliser les situations dans lesquelles ils sont. Et on a tendance à vouloir rejeter tout ce qui nous arrive sur eux. Comme vous voyez, les Africains vivent dans les pays européens. Aujourd'hui, on pense qu'ils sont les sources de la plupart des problèmes que les gens vivent. Je pense que ça, c'est humain, mais il faut condamner parce que c'est une sorte de... Quand vous êtes en Afrique, et qu'on vous rappelle tous les matins que vous n'êtes pas de chez vous, je pense que ça pose un problème. Et je pense que nous, les Africains, on devrait essayer de nous éloigner de ce genre de comportement. Nous avons Madame Zainab. Bonsoir, Madame. Oui, bonsoir. Vous appelez de Bamako? Oui, c'est ça. Vous êtes sur Africa Télévision. Vous avez la parole. Oui, merci. Justement, un peu en lien avec ce que disait le monsieur tout de suite, est-ce qu'on ne peut pas dire un peu que la violence qui augmente en Afrique n'est pas liée aussi à ce que les jeunes voient à la télé? La télé. Je crois que nous avons perdu Madame Zainab. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Allez-y, Madame. D'accord. Je disais un peu en lien avec ce que le monsieur disait tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la violence est liée aussi avec ce que les jeunes voient à la télé? Oui. Dans les séries, dans les clips, la violence est très présente. D'accord, madame. Nos invités vont réagir. Alors, je vais en profiter pour alimenter votre question. Est-ce que nous sommes dans une civilisation de la violence? Madame Zainab dit, est-ce que vous ne pensez pas que la télévision, par les séries, la musique, les clips, alimente le phénomène de la violence sociale? Oui. Est-ce que nous sommes dans une civilisation de la violence? Ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas nier que la télévision, les séries, tout ce qu'on nous montre... Est-ce que la télévision reflète la violence de la société ou est-ce que c'est la télévision qui provoque? La société reflète la violence d'une autre société. La violence que nous voyons à la télé n'est pas la violence de chez nous. C'est une violence systématisée, mise en boîte, présentée comme modèle par d'autres civilisations à notre civilisation. Et ceux d'entre nous qui sont fréquents avec cette violence de l'autre civilisation sont naturellement tentés de reproduire ça par tous les moyens. Les gangs se forment, les petits groupes se forment, on se prend pour, je ne sais pas, le plus dur du petit coin où on est, parce que on a vu cela dans les séries, ça c'est les modèles. Dans les films. C'est le modèle sociologique. On s'identifie. C'est le modèle sociologique. Pourquoi? Parce que le même jeune qui s'identifie à cela, s'il n'a pas ça, il n'a pas d'autre chose. Notre société, je le dis, nous avons été incapables de faire d'autres propositions à notre jeunesse qui aillent dans le sens de notre culture, de notre civilisation, qui n'est pas du tout une civilisation violente et pas du tout alors. Nous n'avons jamais développé une civilisation violente dans ce sens. Comment vous réagissez à ce que dit Dr Sidibé? Ce n'est pas seulement la violence d'ailleurs qu'on montre. Je veux dire que, un peu comme dans le mode de fonctionnement des médias, qui ont tendance à surexposer ce qui ne va pas par rapport à ce qui va, nous habitue également. Vous regardez la télévision, n'importe quelle télévision, que ce soit ici, peut-être pas en Afrique souvent, vous allez voir que si on présente 10 images,
il y a peut-être 5 qui parlent de conflit dans un pays où on est en train de tuer. Donc il y a cette tendance des journalistes à surexposer ce qui ne va pas, ce qui donne le sentiment qu'il y a plus de choses qui ne vont pas que de choses qui vont bien dans les sociétés. Et donc je pense que ça également, donc cette habitude que nous avons maintenant de regarder ces choses, finissent par, nous avons vraiment maintenant, nous voyons ça comme des choses, ce que vous appelez la banalisation. Ça ne nous étonne plus d'allumer la télévision et de voir que bon, on a tué 10 personnes, Boko Haram a tué 10 personnes au Nigeria. Non, ça, là c'est pas Boko Haram, c'est une nouvelle secte païenne qui a tué 46 policiers. Mais nous sommes habitués au Nigeria. Ça fait plus de 2 ans, ou je ne sais pas, qu'on entend ça tous les jours. Bon, voilà, nous sommes arrivés, malheureusement, c'est toujours très court. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Oui. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Onkpé, Dr Sidibé, pour vos excellentes contributions à cette émission. La semaine prochaine, mesdames et messieurs, nous aurons un seul sujet et il portera sur la problématique de l'aide publique au développement. Vous pourrez participer, comme vous le savez, en téléphonant au 00 223 44 20 80 80, en envoyant vos SMS au 00 223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabletelevision.com. Ainsi prend fin cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée et à vendredi.